L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Bertrand Piccard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes médecin psychiatre, explorateur, s'aventurier, comme vous aimez à vous présenter. Vous êtes le premier à avoir bouclé un tour du monde en avion exclusivement à l'énergie solaire. Vous nous avez fait rêver il y a quelques années. C'était à bord de Solar Impulse en 2015-2016 avec votre compère André Borschberg. Vous êtes l'une des voix qui portent aujourd'hui sur l'économie verte et vertueuse. On va y revenir. Vous revenez, Bertrand Piccard, de New York, il me semble. Vous avez participé au sommet climat de l'ONU, c'était en début de semaine. Vous étiez dans le public, Bertrand Piccard, quand la jeune militante écologiste Greta Thunberg a prononcé ce discours très marquant qui a été extraordinairement commenté depuis, et pas que sur le fond. Pourquoi, selon vous, Greta Thunberg et ce qu'elle dit dérange à ce point? Mais heureusement qu'elle dérange. C'est étonnant que personne n'ait dit ça avant, que personne n'ait regardé les politiciens dans les yeux en leur disant « vous êtes responsable de ce qui arrive aujourd'hui ». Et elle leur dit en plus « la jeunesse vous surveille et ne vous laissera plus continuer dans le futur ce que vous avez fait dans le passé ». Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui il se passe des choses absolument inacceptables dans le monde et toutes ces choses-là sont légales. C'est légal de mettre du plastique dans les océans. Il n'y a pas de règlement qui l'interdit. C'est légal de mettre du CO2 dans l'atmosphère. C'est légal de mettre des produits cancérigènes dans la nourriture. Tout ça, c'est autorisé. Alors, heureusement qu'il y a des jeunes qui maintenant montent aux barricades et protestent. La culpabilité, vous pensez que c'est le bon levier? Est-ce que, quand elle dit « comment est-ce que vous osez », est-ce qu'il faudrait que votre génération, par exemple, demande pardon? Vous savez, elle rend service au monde politique. Parce qu'il y a aussi des représentants du monde politique qui sont très bien intentionnés et qui n'arrivent pas à faire passer des nouvelles législations, des nouvelles mesures en faveur de l'environnement. Donc avoir Greta Thunberg et les enfants qui descendent dans la rue, ça donne un alibi positif à des politiciens qui peuvent dire « vous voyez, on est obligé de le faire ». Et s'adressant au lobby, c'est très important de dire « la pression de la rue nous oblige à agir ». On va y revenir sur les initiatives des uns et des autres. Quand Greta Thunberg dit « nous sommes au début d'une extinction de masse », on entend ça nous terrorise. Est-ce qu'elle a raison de le dire? Et est-ce qu'elle a raison de le dire comme ça? Mais ce n'est pas elle qui le dit. C'est ça qui est intéressant. C'est les scientifiques, c'est les experts du GIEC, c'est tous les savants du monde entier qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Mais ils parlent avec un langage très feutré, très diplomatique, ce qui fait que ça permet de passer à autre chose dès qu'on a fini d'écouter les nouvelles. Alors que Greta Thunberg, elle dit exactement la même chose, mais avec une autre voix, avec un autre ton et avec sa jeunesse, et j'ai l'impression que ça porte. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dit la même chose que Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc est restée dans l'histoire parce qu'elle l'a dit autrement. Elle, c'est une Jeanne d'Arc de l'environnement. On lui souhaite un autre destin, mais vous dites qu'on l'entend, mais est-ce qu'on l'écoute? Effectivement, les sonnettes d'alarme se multiplient. Il y a ce rapport du GIEC qui est sorti hier qui est alarmant, mais on a quand même toujours l'impression qu'il y a une capacité de résistance qui fait que soit Monsieur Tout-le-Monde éteint la radio en disant « ça me déprime, ça me fait peur », soit on continue à avancer, et rien ne se passe. Elle représente les électeurs et électrices qui arrivent en âge de voter. C'est ça qui fait très peur aux politiques. Et ça fait très peur à certaines entreprises aussi, parce que maintenant les jeunes disent « nous ne voulons plus travailler dans des entreprises qui n'ont pas des politiques environnementales rigoureuses ». Par conséquent, le recrutement dans certaines entreprises pour des nouveaux collaborateurs devient difficile. Et ça, c'est ça, en fait, le grand changement qui est en train de se passer aujourd'hui. Et il faut l'appuyer à fond. Moi, j'appuie à fond ces grèves du climat et ces manifestations de jeunes, parce qu'on voit qu'enfin, maintenant, les mesures politiques commencent à être prises. Vous dites qu'il y a derrière elle des futurs salariés, mais est-ce que précisément ce qui fait peur en elle, ce n'est pas sa radicalité, que quelque part elle appelle à un système économique nouveau, qui n'est pas celui précisément dans lequel nous sommes aujourd'hui, et avec ce mouvement de désobéissance civile, de blocage, il y a quelque chose à réinventer qui n'existe pas aujourd'hui? Alors il y a quelque chose à réinventer, mais vous savez, moi quand j'arrive avec cette notion des solutions qui sont rentables pour protéger l'environnement, parce que c'est ça que ma fondation Solar Impulse est en train de faire. On cherche 1000 solutions pour protéger l'environnement de façon économiquement rentable. Les gens me disent, écoutez, c'est très bien, parfait, on va peut-être mettre ça en œuvre, on va réfléchir, etc. Quand Greta Thunberg passe avant moi,
Les gens sont terrorisés, se disent qu'il faut absolument faire quelque chose. Et quand ensuite mon équipe arrive avec le portfolio des solutions, tout le monde dit, mais écoutez, alors c'est très bien, c'est beaucoup mieux que Greta Thunberg, donc on va appliquer vos solutions, qu'est-ce que vous avez dans tel cas? On a des régions, des pays qui nous demandent de les aider à implémenter des nouvelles solutions, mais je ne pense pas que sans la radicalisation des jeunes, il y aurait autant d'engouement pour changer ce qui doit être changé, pour remplacer ce qui pollue par des technologies plus propres, etc. Ça mettrait beaucoup plus longtemps. Donc elle rend service. Mais ce qu'elle dit, elle, c'est qu'il y a des choses, et ce que dit le GIEC aussi, pardon, c'est qu'il y a des choses qui sont irréversibles aujourd'hui. C'est déjà trop tard. Quand on nous dit l'accord de Paris ne sera pas respecté, mais de toute façon, il ne va pas assez loin à limiter les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré avant la fin du siècle. Ce n'est pas assez, on ne sait plus à qui se vouer. Alors écoutez, si on ne fait rien, ce sera bien plus grave que si on fait quelque chose. Et si on fait quelque chose, ce n'est pas aussi bien que si on fait beaucoup. Parce que c'est un continuum. On sera à 1 degré de plus, à 3 degrés, à 5 degrés, à 8 degrés, à 10 degrés. Ça dépend de ce qu'on fait. Alors, il y a des gens qui réagissent. Le président Macron est extrêmement courageux. J'étais dans la salle à l'ONU quand il a annoncé qu'il fallait arrêter de faire du commerce avec des pays qui n'appliquaient pas les accords de Paris et qu'on ne pouvait pas faire passer l'agenda économique avant l'agenda environnemental. Mais c'est hyper courageux. Il y en a très peu qui disent ça. Enfin, il y a toujours une face sombre, il y a le discours et puis il y a les actes. Effectivement, il a suspendu le Mercosur, l'accord avec le Brésil qui est dirigé par un président climatologue, mais il y a toujours un versant... climato-sceptique, mais il y a toujours un versant plus sombre. Vous avez été choisi par le président Macron à la fin du mois d'août pour représenter la société civile au G7. Précisément, vous ressentez quoi chez ces dirigeants? Très sincèrement, une oreille qui vous entend, mais est-ce qu'elle vous écoute? Alors, il y a des dirigeants qui s'en fichent complètement de toutes ces questions environnementales. Comme qui? Comme Trump, comme Bolsonaro, etc. Il y a ceux qui sont sensibles mais ne savent pas quoi faire. Et il y a ceux qui sont très contents qu'on leur amène des solutions. Et il y en a d'autres qui sont très contents que les jeunes les poussent à agir. Donc en fait, moi, je vois bien... Vous savez, le G7, c'est une grande table ronde, un peu comme ici, sauf que là, elle est carrée, mais table ronde. Tous les chefs d'État sont assis autour. Et nous, on arrive pour représenter la société civile, on s'assied à la même table et on leur parle et ils nous parlent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue existe et qu'on peut leur passer des arguments qui ne sont pas du tout des arguments de décroissance, de remise en question du modèle qui permet de payer des salariés, de payer des charges sociales, etc. C'est pas ça, parce que la décroissance, ça amènerait au chaos social. Moi, je ne suis pas pour la décroissance. Mais il y a énormément de militants écologistes aujourd'hui qui pensent précisément que la décroissance, de sortir du capitalisme, c'est la seule façon de retrouver un écosystème qui respecte notre environnement. Sortir du capitalisme, il faut déjà être dans le capitalisme. On n'est pas dans le capitalisme aujourd'hui. Le capitalisme, il est là pour faire croître le capital. Aujourd'hui, on détruit le capital. On détruit le capital nature. On détruit le capital des ressources naturelles. On détruit le capital santé, on détruit le capital humain en écrasant les gens avec des salaires minimaux de manière à pouvoir assouvir la voracité de certaines entreprises. Donc on crée de la pauvreté, on crée des inégalités. Donc on n'est pas dans du capitalisme. On prive les gens de la possibilité de consommer, ce qui est idiot, ce qui est moralement inacceptable et ce qui est très dangereux parce que ça va créer des révoltes. Alors, la décroissance, si vous arrivez avec ça à la table des représentants de tous les pays au G7, c'est clair que vous n'êtes pas écoutés parce que tout va s'écrouler. Si vous arrivez et que vous dites il y a des solutions qui sont techniquement crédibles, qui protègent l'environnement et qui créent des emplois et qui assurent un développement économique, là vous êtes écoutés. Et aujourd'hui, moi c'est ça que je leur ai dit à ces dirigeants au G7, c'est que le marché industriel du siècle consiste à remplacer toutes les infrastructures inefficientes, polluantes, démodées, par des infrastructures qui sont modernes, qui sont efficientes et qui protègent l'environnement. Alors, par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur le transport maritime, qui est aujourd'hui l'un des plus gros postes de pollution sur la planète. Ce n'est pas un des plus gros postes, c'est 3%. Ça équivaut à l'Allemagne et ça représente la même chose que l'aviation. Si vous voulez prendre des très très gros postes, la sidérurgie, c'est 8%. Quand non, le ciment, c'est 8%. Quand vous mettez ciment et sidérurgie ensemble, c'est 12% des émissions. Et tout le monde utilise du métal et tout le monde construit des maisons avec du ciment. Alors on voit qu'attaquer uniquement le maritime ou attaquer uniquement
L'aviation, c'est trop partial et partiel. Mais dans le maritime, vous savez que vous pouvez réduire de 34% les émissions dans le maritime en réduisant la vitesse des bateaux de 20%. Et pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, c'est ce que le président Macron aimerait qu'on fasse. Il m'a demandé de traiter ce sujet pour pouvoir créer des coalitions de pays qui vont imposer des limitations de vitesse. Et l'association des armateurs français va dans la bonne direction. Ils se sont engagés à faire une charte qui s'appelle SAIL, de manière à pouvoir faire passer ces mesures. Mais si vous avez juste un pays qui le fait, ou juste certaines entreprises qui le font, ça ne suffit pas. Donc le rôle des politiques, c'est quoi? Et ça, le président Macron l'a bien compris, c'est qu'il faut pousser les récalcitrants, avec des réglementations, à adopter le pas de réforme, le rythme de réforme que font les pionniers. Alors vous avez les pionniers qui avancent, les autres résistent, mais il faut les pousser pour éviter les distorsions de concurrence. Donc vous êtes obligé d'avoir un équilibre qui se fait entre le politique et les entreprises privées, et indiscutablement, la population a son mot à dire pour pousser, pour que ça aille plus vite. D'un mot plus personnellement, Bertrand Piccard, vous avez survolé le monde 2 fois. Une fois en avion solaire, donc avec Solar Impulse, et une fois en ballon, c'était en 1999. Vous qui avez vu beaucoup le monde d'en haut, est-ce que vous l'avez vu changer en 15 ans? Alors, ce que j'ai vu changer beaucoup entre le Breitling Orbiter 3 et Solar Impulse, c'est que les statistiques météo ne sont plus du tout fiables, ça devient erratique. Autrefois, on savait exactement quand commençait la mousson, quand il y avait les saisons des pluies, les saisons sèches, etc. Maintenant, plus du tout. Maintenant, vous avez des vagues de froid, des vagues de chaud, des vagues d'humidité, des vagues de sécheresse. Tout ça est mélangé. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que l'être humain a perturbé l'équilibre très fragile dans lequel la Terre se situe. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, ce n'est pas simplement un réchauffement climatique, c'est une crise climatique et environnementale majeure. Et beaucoup de gens se disent, vous savez, on va arriver à la résoudre, je crois à la créativité humaine, je crois à la sagesse humaine. Mais il faut croire en rien. Il faut agir, il faut mettre en œuvre des mesures. Et le monde politique aujourd'hui doit absolument comprendre que sans moderniser les standards environnementaux, de santé, etc., on va à la catastrophe. Et heureusement, il y a des solutions. Heureusement, les solutions sont rentables. Mais il faut encore y aller. Et puis, ce n'est pas que du monde politique qui nous écoute, c'est aussi des citoyens. Ces citoyens, il faut qu'ils voient qu'ils ont des mesures à prendre à leur niveau, dans ce qu'ils consomment, d'arrêter de prendre des produits hyper toxiques, tous ces additifs chimiques dans la nourriture, ces hormones, ces antibiotiques. Vous savez, on ne parle pas d'un problème majeur aujourd'hui, c'est la résistance aux antibiotiques. Beaucoup de maladies risquent de ne plus pouvoir être soignées par des antibiotiques parce qu'on en a trop consommé de ces antibiotiques dans la viande, dans la nourriture industrielle, etc. Et on risque de revenir à l'époque qu'il y avait il y a une centaine d'années où il n'y avait pas d'antibiotiques et les petites maladies étaient mortelles. Alors, tous ces grands sujets, ils sont passés sous silence le plus souvent, mais ils font partie d'un même ensemble que les changements climatiques, c'est-à-dire la bêtise humaine qui consiste, pour gagner à court terme quelque chose, de sacrifier la rentabilité à long terme et de sacrifier l'équilibre et la qualité de vie. On pourrait en parler encore longtemps. Merci beaucoup Bertrand Piccard d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Un saventurier qui se bat pour une économie verte. Il y a donc des solutions quand même. On peut ne pas être désespéré. Mais il ne faut pas être désespéré. Il y a des solutions, les solutions technologiques, des nouveaux systèmes, des nouveaux produits sont totalement rentables sur le plan économique, ils sont applicables tout de suite et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre. Et ça rend optimiste. Maintenant, ce qui rend pessimiste, c'est peut-être la lenteur avec laquelle tout ça est mis en œuvre. Mesuré, donc. Merci beaucoup et belle journée à vous. L'info continue dans Paris Direct, juste après la pause avec Damien Coquet.